Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Nous sommes jeudi 10 avril, c'est-à-dire le deuxième jour de la fête de Eid al-Fitr, après le, la fin du jeûne du Ramadan. Bon, on va parler de George Eliot. George Eliot, de son vrai nom, Mary Ann Evans. Sans que c'est un nom de plume. George Eliot, c'est un nom de plume. C'est pas un vrai nom. Le vrai nom, c'est d'abord George Eliot, c'est un nom masculin, mais la vraie personne, c'est Mary Ann Evans. C'est une anglaise, c'est une femme anglaise écrivain. C'est une romancière britannique née le 22 novembre 1819 à Nuneaton et morte le 22 décembre 1880 à Londres. Même pas 60 ans. Il est considéré comme un des plus grands écrivains victoriens. C'est donc le Victorian Age, la période de Victorien. Tous sexes confondus. Donc il est considéré une des plus grandes écrivains de l'âge victorien, tous sexes confondus. Bon. Ces romans, qui se situent dans une Angleterre provinciale, tout comme Thomas Hardy et Charles Dickens, sont connus pour leur réalisme et leur profondeur psychologique. Il prit un nom de plume à conséquence masculine afin que son œuvre soit prise au sérieux. Et c'était la cause. Bien que les auteurs féminins de cette période aient pu publier librement sous leur vrai nom, l'usage d'un nom masculin lui avait permis de s'assurer que ses œuvres ne soient pas perçues comme de simples romans d'amour. Le fait d'avoir voulu préserver sa vie privée, des curiosités du public et de sa relation scandaleuse avec George Henry Lewis pourrait aussi avoir influencé cette décision. Mary Ann Evans est le troisième enfant de Robert et Christina Evans, né Pearson. Son père, Robert Evans, est régisseur au château d'Arbury Hall, appartenant à la famille Newdigate, Warwickshire, et habite avec sa famille une ferme en bordure de la propriété d'un précédent mariage de son père avec Harriet Poyton. Mary Ann a un demi-frère et une demi-sœur. Au début des années 1820, la famille déménage quelque part entre Newton et Coventry. Les débuts dans la vie sont difficiles dans une société britannique aux classes sociales très hiérarchisées. La jeune Marianne, contraction de Marie-Anne, se révèle d'un caractère obstiné et ombrageux. Grâce à la position de son père dans le manoir, il se voit autorisé à fréquenter la bibliothèque du château. C'est là qu'il fera son éducation dans les livres, à la lecture de Walter Scott et de Shakespeare. À 13 ans, il est envoyé dans une école de religieuses baptiste à Coventry, où il apprend le français et découvre Pascal. Très vite, la région prend une grande influence dans sa vie. En 1836, sa mère meurt et Marie-Anne rentre chez elle
pour endosser son nouveau rôle de maîtresse de maison, mais elle continue ses études sous la houlette d'un précepteur et continue sa correspondance avec Maria Lewis, une de ses institutrices devenue son amie. Cependant, les contraintes de l'ère victorienne sont pesantes pour la jeune fille. Elle cherche fréquemment la compagnie de son cher Isaac, qu'elle accompagne à Londres. Lorsqu'Isaac se marie, elle emménage avec son père à Falls Hill, près de Coventry. Là, son monde s'élargit et Marian peut fréquenter d'autres cercles, dont le clergé local. Elle fait la connaissance de Sarah Hainelt, gouvernante chez les Bonham Carter, parents de Florence Nightingale. Elle se lie aussi avec le couple Charles et Carter Bray. Lui est un fabricant de rubans et consacre sa fortune à des projets philanthropiques et à construire des écoles. Sa première œuvre publiée est la traduction de David Strauss, La vie de Jésus, 1846. Après la mort de son père, il part pour la Suisse avec les Bray. C'est à Genève qu'il se lie d'amitié pour les Albert Durad, un peintre, et son épouse. À son retour à Londres, il séjourne quelque temps auprès de son frère et change son prénom pour Marianne. C'est dès cette période que date son intention de vivre de sa plume. Il s'installe chez John Chapman, l'éditeur de sa traduction de la vie de Jésus. Chapman vient d'acheter le journal de gauche, The Westminster Review, et Marian devient son assistante en 1851. Marian est fascinée par cet homme qui ne s'embrasse pourtant pas du scandale, puisqu'il vit entre sa femme et sa maîtresse, laquelle habite sous son toit. Mais c'est aussi un homme cultivé, qui compte de nombreuses relations mondaines dans les milieux de l'édition. Et Marianne compte bien dans son ambition profiter de l'envergure d'un tel personnage. Ce n'est pas étonnant si, de manière discrète d'abord, puis plus franchement, la jeune Marianne s'éprend de son employeur. Dans le milieu littéraire londonien essentiellement masculin, il étonne, voire scandalisé par sa présence. C'est cependant là qu'il rencontre Humbert Spencer, qui est à l'époque une figure du milieu intellectuel. Il vient alors de publier Social Statics. Il est rédacteur en chef de The Economist. Marianne tombe éperdument amoureuse de lui, mais il la repousse, peut-être à cause de son physique ingrat. Euphémisme pour dire qu'il est franchement laid. Le philosophe et critique George Henry Lewis rencontre Marianne Evans en 1851 et en 1854, ils décident de vivre ensemble. Lewis était alors marié à Agnès Jervis,
mais gardait une pratique de libre union. D'ailleurs, en plus des 3 enfants du couple, Agnès en eut d'autres d'un autre homme, Thornton Hunt. Cette pratique ouverte de ce qui était considéré comme de l'adultère empêche Lewis de divorcer. En 1854, Marianne et George voyagent ensemble en Allemagne, allant à Weimar et Berlin. Marianne continue ses recherches sur la théologie en s'appliquant à la traduction de l'ouvrage de Ludwig Feuerbach, L'essence du christianisme et de l'éthique de Spinoza, resté inachevé. Ce voyage en Allemagne fait aussi office de lune de miel pour le couple, et Marianne accole le nom de Louis au sien. L'adultère à cette époque n'était pas rare, mais le fait que le couple Louis Evans s'affiche ouvertement comme un couple en dehors des liens du mariage scandalise leur entourage. De retour en Angleterre, Marianne se tient à l'écart des sociétés littéraires de Londres et se consacre désormais à devenir une romancière à part entière. Une volonté qu'il affiche dans un de ses derniers billets pour le Review. Elle adopte le pseudonyme de George Eliot. En 1857, Amos Barton, le premier volet des Scenes et Clerical Life, scènes de la vie du clergé, est publié dans le Blackwoods Magazine. On fut très bien reçu. Son premier roman, publié en 1859, s'intitule Adam Bede et fut un succès immédiat. Mais très vite, l'intérêt se porta sur l'identité réelle de l'auteur, que l'on pensait être pasteur ou femme de pasteur. Après l'apparition d'Adam Bede, on en attribua la paternité à Joseph Lodgins. Finalement, la vraie George Eliot révéla son identité. C'était elle, Marianne Evans Lewis, qui en était l'auteur. Ok, voilà un peu l'histoire de cette grande écrivain britannique, bien italien français. En anglais, c'était très bref. Je vais en trouver aussi en arabe, si je peux. كما قلنا هذه كاتبة إنجليزية تسمى ماري آن إيفانس، ولكن اسم القلم لها اسم القلم le nom de plume ou bien pen writer name يسمى بجورج إليوت. لما درسنا احنا في الجامعة قرأنا لها 2000 on the floss، الطاحونة على نهر فلوس في الجامعة، ولم نكن نعتقد، لم نتبحر كثيرا في اسمها ولماذا اتخذت هذا الاسم، فكان نظرا لكثير من الأشياء. إذا ماري آن إيفانس هي روائية وشاعرة وصحفية ومترجمة إنجليزية، واحد كتاب بارزين، وسنقول قالوا الكتاب هنا لأن الاسم ديالها مذكر، ولكنها هي في الحقيقة امرأة. من كتاب البارزين ومن كاتبات البارزات في العصر الفيكتوري. هناك العصر الإليزابيثي، العصر الفيكتوري، عصر شكسبير، عصر تشوسر، وهكذا قسم تاريخ الأدب الإنجليزي. إذن هذه تنتمي إلى العصر الفيكتوري، ويقال أنها من أكبر وأعظم الكتاب في ذلك العصر. كتبت 7 روايات،
منها آدم بيد وطاحونة على نهر فلوس 2000 أون دو فلوس سيلاس مارنر رومولا فيليكس هولتز الراديكالي ميدل مارش ودانيال ديروندا. تاريخ الميلاد، تاريخ ومكان الميلاد. إذا تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1819 ب ناتيتش نانيتن المملكة المتحدة. تاريخ ومكان الوفاة 22 ديسمبر 1880 بتشيلسي لندن المملكة المتحدة. صاحب التأثير جين أوستن، شارلوت برونتي، باروخ سبينوزا، هربرت سبنسر، آرثور شوبنهاور. الزوج جون والتر كروس، متزوج 1880. الوالدان كريستيانا إيفانز، روبرت إيفانز. هكذا يقال أنها اتخذت اسم ذكوري ليتخذ الناس كتاباتها بجدية متناهية، وكذلك حتى لا يظنوا أنها فقط امرأة تكتب عواطف وكذا وقصص رومانسية، لأنها هي تكتب بواقع وبعمق مشاكل المنطقة في ذلك الوقت. ويقال أنها مثلها مثل توماس هاردي وشارلز ديكنز فيما يخص من يكتبون عن القرية، أنهم جاءوا من أصلهم من القرى. ولكن هناك من يقول كذلك أنها نظرا لأنها لم تتزوج بالطرق الشرعية، كانت فقط عبارة عن صداقات حميمية بينها وبين الرجال الذين مروا في حياتها، فلم تريد أن تعرف كثيرا فاتخذت اسم مذكر. وكان الناس في ذلك الوقت ليفهموا القصة يبحثون عن من كتبها حقيقة، ولا يقفون عند الأسماء المكتوبة، لأنهم ربما لديهم تجارب في هذا الميدان، فتمكنوا من معرفة الاسم الحقيقي لها. كانت تحب شخصا حبا كبيرا، ولكن لم يكن يريدها، لم يكن يحبها، لم يكن يبادلها نفس الحب، نظرا لأنها لم تكن جميلة، كانت إنسانة عادية جدا، بل أقل من عادية، وجمالها ينفر أكثر مما يجذب. فقامت بكوبيوناج كما كنقولوا بذلك الزواج العرفي، إذا أردنا أن نقول، مع لويس. أحدهم اسمه كارل لويس، وذهبت معه إلى ألمانيا ليقضي شهر العسل هناك. كانت بدايتها بدايات قاسية في الحياة، فقدت أمها ثم أباها، هكذا انتقلت من مكان إلى مكان حتى استقرت في تشيلسي من ثم هناك، حيث ماتت ودفنت هناك. هكذا 2000 on the floss. Okay. Welcome back to this podcast. Good morning. Today is Thursday, April 10th, the second day of Eid al-Fitr. So, greetings from Agadir. Okay, English literature info.
Perhaps the wind wails so in winter, for the summer's dead, and all sad sounds are nature's funeral cries for what has been and is not. Remembering Mary Ann Evans, English novelist, poet, journalist, translator, and one of the leading writers of the Victorian era, known by her pen name George Eliot, who died at the age of 61 in Chelsea, London, on this day in 1880. So, she wrote 7 novels: Adam Bede, 1859, The Mill on the Floss, 1860, Silas Marner, 1861, Romola, 1862-63, Felix Holt, The Radical, 1866, Middlemarch, 1871-72, and Daniel Deronda, 1876. Like Charles Dickens and Thomas Hardy, she emerged from provincial England. Most of her works are set there. They are known for their realism, psychological insight, sense of place, and detailed depiction of the countryside. Okay. Any more information about her? We'll see if we could find it here. Okay, until it appears.